se souvenir, à se dire que Bel Ami a changé votre vie ou que les noces de Camus ont transformé complètement votre itinéraire. Et parfois, c'est un peu de la reconstruction quand même. Est-ce que vraiment, sincèrement, des livres ont été aussi importants que des rencontres pour vous, par exemple? Oui, parce que des livres, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils peuvent, non pas changer une vie, ça serait un peu excessif de le dire, mais en tout cas accompagner des moments importants. Notamment à l'âge de l'adolescence, il me semble qu'à cette période, on se cherche beaucoup et que la communication avec ses pairs, au sens large, est difficile et que, en revanche, le dialogue silencieux avec des héros, avec des écritures, est plus aisé. Et c'est vrai que moi, j'étais assez solitaire en réalité et que ça a rempli beaucoup de mes heures aussi, tout simplement, notamment pendant les vacances. Et ensuite, les livres, c'est comme la musique. On a tous en tête des tubes qui réveillent des moments heureux ou malheureux d'ailleurs, mais en tout cas qui accompagnent un peu notre vie. Et j'avais écrit un texte à ce propos-là, un peu comme la bibliothèque, qui est une sorte de miroir des âges comme ça de la vie, et finalement qui sont des jalons. Et non seulement c'est les livres en tant que tels, mais c'est aussi la période qu'ils ont marqué un petit peu de leur sceau. Et c'est vrai que voilà, je pense que ça nous permet de nous souvenir d'autres choses aussi que du livre. C'est comme, encore une fois, comme une musique. Lorsqu'on se souvient qu'on écoutait cette musique à l'été 86, à tel endroit, et que tout à coup, il y a des souvenirs qui ressurgissent. La littérature, ça a cet effet-là aussi. Oui, vous avez écrit un texte dont je me souviens en tout cas d'avoir vu sur l'influence des livres. Hein, oui, c'était Ils m'ont dit qui j'étais. Et c'était vraiment essayer en creux de parler de la littérature en montrant en quoi en fait elle reflète le processus de la vie, quoi, enfin, de la maturation. Et c'est vrai que chaque livre est à la fois une rencontre très singulière et en même temps accompagne la vie. Est-ce que comme écrivain, vous avez l'impression en étant écrivain, vous avez l'impression de rêver votre vie ou de la vivre dans le concret des choses? Ou est-ce que vous avez de temps en temps ce sentiment d'être un peu au-dessus du sol, hors sol, dans un univers onirique, de fantasmes, qui vous éloigne de la réalité? Au contraire, pour moi c'est très important. Je ne suis pas que écrivain et j'ai un autre métier qui est celui d'être professeur de philosophie à la fac. Et pour moi c'est très important. J'ai jamais voulu arrêter d'enseigner. J'ai enseigné aussi au lycée, enfin, j'ai toujours eu un lien avec l'enseignement, même si parfois j'ai pris une année ou deux comme ça de congé sabbatique, notamment quand j'ai mes enfants. Bon, voilà. Mais en gros, j'ai toujours enseigné. Et pour moi, c'est fondamental parce que justement, c'est à cet endroit-là que je garde un pied dans la vie très concrète, avec les générations qui se succèdent, avec les étudiants, avec la jeunesse aussi. Et ça nourrit beaucoup. Et donc il y a non seulement cet enseignement-là, alors ensuite c'est l'enseignement de la philosophie, donc on ne peut pas dire que la philosophie soit la porte d'entrée directe vers les choses concrètes, mais moi il me semble quand même que ce détour nous ramène toujours au monde. Et par ailleurs, lorsque j'écris, j'ai toujours le souci d'une écriture concrète, c'est-à-dire d'inscrire un roman, le dernier par exemple, dans une époque, voilà, dans une époque et des lieux qui soient très précis. Et donc pour ça, moi j'ai besoin soit de m'y promener, soit d'y être, soit de me documenter. Je pense pas que la littérature déconnecte du monde. Au contraire, je pense que la littérature elle est là pour y revenir, que c'est la médiation nécessaire pour y revenir. Aujourd'hui, on sait qu'on est entouré par des écrans dont on a l'impression qu'ils nous livrent le monde. Or, ça n'est pas le cas. Ils nous livrent des bribes du monde, sans interprétation d'ailleurs. Et moi, il me semble que la médiation est toujours le meilleur chemin pour essayer de comprendre les choses. Et la littérature fait partie de ces médiations. Mais elle n'est pas là pour nous éloigner de la vie. Au contraire, j'ai l'impression qu'elle l'accompagne plutôt. Qu'est-ce que vous avez l'impression de transmettre des choses à travers l'enseignement universitaire et pourquoi cette passion de l'enseignement qui prend du temps quand même et puis qui vous enracine dans une université régulièrement avec des horaires, des dates, et vous pourriez peut-être vous en passer oui et non. Je ne pourrais pas m'en passer à plusieurs titres. D'abord pour vivre. Ouais. Et ensuite, c'est important d'avoir un ancrage en fait. C'est compliqué la vie. Je l'imagine d'un écrivain. Moi, je n'ai jamais arrêté mes autres activités à côté. Donc, complètement, effectivement, déconnecté des horaires, de la société.
on a besoin de s'abreuver aussi des choses très concrètes, ne serait-ce que prendre le métro à l'heure de pointe, c'est important de ne pas l'oublier, ça. Enfin, voilà, ça, non seulement parce que c'est la vraie vie, mais aussi parce que, ouais, pour la Saint-Denis, mais aussi parce que on y a des idées, on y a de l'inspiration, enfin voilà. Donc non, j'ai jamais souhaité arrêter d'enseigner, et puis aussi parce que c'est un métier que j'aime profondément. La transmission, c'est au cœur, c'est vraiment au cœur de ma vie, à la fois dans mes engagements, mais aussi dans mes thèmes littéraires. Tous mes livres parlent de ça d'une manière ou d'une autre, que ce soit central ou plus périphérique, mais c'est un thème qui traverse comme ça mon travail, enfin mon questionnement. Et il me semble que la transmission est absolument essentielle. Moi, c'est ma manière, en tout cas, de m'engager dans la société. Je ne suis pas une femme politique, je mets un peu ça à l'écart. J'aurais pu m'engager autrement. Il me semble que moi, la façon dont je peux m'engager, c'est vraiment dans la transmission, quoi, et dans l'éducation. Et ces années de Normal Sup pour vous, parce que vous avez fait un parcours assez classique d'études littéraires, philosophiques en l'occurrence, ont été marquantes pour vous vous les avez choisies ces années-là Oui, alors j'ai choisi, j'étais une littéraire, donc les littéraires n'ont pas beaucoup d'autres débouchés que d'enseigner à leur tour. Donc moi j'ai choisi ces études parce qu'elles me plaisaient, sans nécessairement vouloir absolument devenir prof, mais je le suis devenue de toute façon. C'est des études, l'intérêt, moi je trouve le plus grand intérêt des études, outre ce qu'elles nous apportent intellectuellement, c'est les rencontres, c'est les amitiés, c'est les moments où en fait on rencontre les gens avec qui on va vivre. Moi j'ai des amis encore très très proches que je vois encore toutes les semaines, que j'ai rencontrés dans ces années-là. Donc c'est évidemment à la fois important d'un point de vue voilà, pour apprendre une forme de méthodologie, de rigueur intellectuelle. Enfin, si on veut devenir prof de philo, on n'est pas obligé de faire ça, c'était pas non plus une nécessité. Mais bon, c'est aussi une méthodologie qui peut être exportée dans d'autres domaines, donc c'est quand même très utile. Mais par ailleurs, je pense que humainement, c'est des périodes fondamentales dans la vie de quelqu'un. Les années d'études, c'est les moments où on brasse le plus, où on rencontre le plus de personnes. Après, finalement, on rencontre relativement peu de personnes. Alors ça dépend des métiers qu'on fait, évidemment, si on voyage, si... je suppose qu'ils ont rencontré beaucoup, mais finalement c'est assez... c'est assez rare, les métiers où on rencontre vraiment des personnes nouvelles, et c'est important les rencontres. Et c'est vrai que les années d'études, pour ça, c'est assez merveilleux, quoi. Il y en a un que vous n'avez pas quitté pendant toutes ces années, c'est René Descartes. Ah oui, mais ça c'est l'homme de ma vie. Là on parle d'autre chose. C'est le mien aussi, parce que... Parce que moi je transporte depuis maintenant 30 ans toujours mon volume de la Pléiade que j'avais acheté avec des économies où il y a l'ensemble de l'œuvre, et en effet c'est une sorte de guide, et parfois je le réouvre, parfois pas, mais c'est un homme important quand même. Ah bah oui, enfin, j'ai consacré beaucoup de temps. Alors vous êtes toujours en train de faire une thèse sur lui ou Oui, je l'ai finie même. Enfin, elle a été soutenue. D'accord. Et vous avez écrit un livre sur Descartes. Oui, un livre Conversation avec Descartes. Voilà. Exactement, qui est une sorte d'introduction un peu à sa pensée. Qu'est-ce qui vous apporte Descartes Est-ce que c'est l'écrit? Est-ce que d'abord vous le trouvez qu'il écrit bien? Est-ce que c'est un écrivain pour vous? Ou est-ce que vous trouvez dans le traité des passions, le discours de la méthode, des sorte de bréviaire de conduite que vous pourriez appliquer, sinon à vous-même, mais en tout cas dans la manière de penser le monde, de le réfléchir, de ne pas confondre une tour carrée au loin et une tour ronde, un feu de cheminée et le froid intérieur qu'on peut avoir quand on est dans sa robe de chambre. Oui, pour moi, un philosophe qu'on apprécie, sur lequel on travaille, on ne le choisit jamais par hasard. C'est pas juste parce que c'est intéressant d'un point de vue spéculatif ou intellectuel. Non, c'est vraiment parce qu'il a une vision de la vie qui peut accompagner, qui peut être utile sur des choses très anecdotiques finalement. Et c'est vrai que moi, alors c'est aussi, bon, non seulement il m'accompagne, enfin il me permet de... Voilà, j'ai une grille de lecture qui est sans doute très influencée par ces livres et par les nombreuses lectures que j'ai pu en faire, mais c'est aussi les auteurs... Bon, c'est pas le seul pour le coup, mais évidemment, c'est le propre un peu des textes de philosophie qu'on peut lire à 20 ans, qu'on peut relire à 25, qu'on peut relire à 30, et à chaque fois on y verra des choses nouvelles. C'est des textes comme ça qui sont polymorphes, qui ont une telle profondeur, une telle densité,
on les réinvente par notre propre lecture. Et finalement, on y voit encore des choses, non qu'on se soit trompé, disons, auparavant, mais c'était juste pas la même lecture qu'on en fait. Et c'est intéressant, des textes où en fait se déploie notre propre vision du monde, où on voit qu'elle a évolué, qu'il y a certaines choses qu'on arrive à comprendre aussi parce qu'on est plus mûr, parce qu'on a vécu, et qu'on ne pouvait pas les comprendre à 20 ans. Et un texte de philosophie, pour ça, c'est assez fascinant, parce que c'est assez vertigineux, quoi, parce qu'effectivement, on y découvre des choses, là aussi comme un miroir de l'âme, mais dans le temps, quoi, temporel, qui s'effeuille au fur et à mesure de la pratique de ces textes. Donc voilà, c'est des vrais compagnons de vie, quoi. Et en même temps, quand on connaît votre œuvre, vous êtes assez loin d'une approche métaphysique de la vie ou d'un rapport à la science, celui de Descartes. Votre approche à la littérature est moins organisée que le discours cartésien. J'essaye de faire en sorte que la philosophie, la recherche en philosophie, même l'écriture philosophique, soit complètement séparée de l'écriture romanesque. Et c'est même en fait un peu antithétique, parce que le roman, évidemment, il travaille avec de la matière vivante, dans une narration qui prend en charge, alors j'essaye de prendre en charge les dimensions philosophiques, mais surtout qui ne se montre pas comme tel, quoi, qui soit immédiatement incarné, transfiguré à travers des personnages, des histoires. Enfin, ouais, la philosophie aide aide pour beaucoup de choses, mais aide notamment pour ce qui est de la dramaturgie, la construction. Mais ensuite, évidemment, dans l'écriture, il faut surtout s'en éloigner, et c'est presque pour moi un handicap, parce que j'ai parfois tendance à théoriser les choses. Et c'est évidemment le pire ennemi du roman. Donc non, j'essaye vraiment au contraire de bien séparer les choses. En revanche, les thématiques qui m'intéressent sont les mêmes. Et c'est presque ça qui, moi, me meut d'une certaine manière, c'est que je peux à la fois les traiter d'une manière philosophique, donc plus spéculative, et de l'autre côté, libérer quelque chose à travers la narration, le travail sur le style, mais qui néanmoins s'intéresse quand même à ces questionnements. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, la transmission, la question des origines, la question de la filiation, c'est une question philosophique aussi. La question du secret, voilà, évidemment, mais c'est aussi quelque chose qui peut être traité de manière philosophique. Et donc c'est intéressant en fait de pouvoir avoir des supports tout à fait différents pour traiter de ces choses-là. Et j'ajoute là les dernières années où j'ai développé aussi l'écriture de cinéma. Et c'est encore une autre forme d'écriture qui évidemment ne doit absolument pas être ni romanesque au sens où on écrit surtout d'abord avec des images et non pas avec une voix subjective qui raconterait je sais pas, les débats intérieurs, parce que ça c'est difficile à montrer, donc c'est vraiment une autre forme d'écriture, différente de celle du roman, différente de celle de la philosophie, et donc là encore, il faut vraiment essayer de se départir de ces habitudes, et en même temps, c'est toujours sur les mêmes thèmes que je travaille. Mais ça, je pense que... Oui, il y a une grande continuité dans votre œuvre, qu'elle soit à la fois à travers les romans, les premiers romans, ou les textes, textes autobiographiques. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Enfin, c'est pas un choix de ma part que de travailler toujours sur le même sujet, sinon ça serait très ennuyeux. C'est que c'est les sujets qui nous rattrapent. Les sujets, en fait, c'est pas très compliqué. Les questions c'est pas l'auteur qui travaille les questions, c'est les questions qui travaillent l'auteur. Et ces questions-là, en général, elles prennent racine dans l'enfance, dans la matrice de l'enfance. Et après, elles nous amènent complètement autre part, heureusement. Mais on les choisit pas, elles sont là, et après, on essaye de faire avec. Alors, justement, dans votre dernier roman qui vient de sortir en janvier, que je vous conseille de lire, parce que c'est un très beau texte que j'ai lu à Paris quand j'y suis passé il y a 15 jours. J'ai oublié le livre, donc je ne l'ai pas ici, mais enfin, je l'ai lu. Votre héroïne, enfin le personnage principal, qui s'appelle Joseph, féminin, prépare, je crois, une thèse ou une maîtrise, je ne sais plus, sur le thème, c'est le retour vers les origines, l'impossible retour vers ce qui sans cesse nous échappe. Et donc elle va peu à peu abandonner ce travail pour se colter à une autre enquête, d'autant plus importante pour elle que c'est une enquête qui est liée à l'amour, une rencontre amoureuse avec un jeune garçon. C'est amusant parce que je ne sais pas quel âge elle a en fait dans le livre, Joseph. Je ne sais pas si vous le précisez. Elle est jeune, elle a 22, 22. Et donc elle rencontre dans une fête un garçon qui s'appelle Antoine, ce qui est assez surprenant on va comprendre, pour un Argentin,
A priori, vous ne connaissez rien à l'Argentine, enfin, vous n'êtes pas particulièrement argentine, mais ça va être le sujet de votre... Enfin, c'est l'amorce de votre livre, cette passion que ces deux êtres vont avoir l'un pour l'autre, avec donc ce récit à la première au passé simple, je crois, en première personne de Joseph, qui raconte cette relation et ce garçon qui n'arrête pas de disparaître. Est-ce que vous aimez les garçons qui disparaissent? Ça m'est arrivé. Mais alors, il est vraiment on aime toujours les garçons qui disparaissent. Il est impraticable, la passion, c'est ça qui attise la passion. Surtout à cet âge-là. Alors, ce garçon, 22 ans. Alors, ce garçon raconte un moment formidable. Vous avez à peine vécu, c'est presque trop jeune, début des années 80, enfin vous n'avez pas vécu peut-être de plein pied, qui est donc la situation Videla, la dictature en Argentine, évidemment la torture, la disparition, et puis l'exil pour un certain nombre d'Argentins qui vont arriver dans les pays d'Europe à une époque où la France accueillait volontiers les gens d'ailleurs, et donc non mais c'est une bonne affaire en plus. Les dictatures nous arrangent toujours, ça nous permet d'avoir des gens géniaux, grecs, argentins, venant de différents pays où il y a eu des dictatures, et donc Antoine vient d'arriver, et en fait on se dit, ça y est, elle va nous parler de la guerre des Malouines, tout ça, de l'Argentine. Vous en parlez, et en même temps, ce qui est magnifique dans ce texte, qui, je pense, pour avoir lu, pas tous vos livres, mais une partie en tout cas, nous fait basculer dans une écriture très différente, avec des paragraphes assez longs, une écriture très ample, quelque chose de très personnel, nous fait basculer dans une autre histoire, qui est la propre histoire de la narratrice, et de son rapport à ce secret, parce qu'elle voit bien quand même que derrière ce garçon, il y a un mystère sur son propre exil, sur son histoire, et ce secret la ramène peu à peu à ses propres parents, à son père, à sa mère, au fait qu'ils sont nés en Algérie. Là, on découvre que cette Joseph, de quelque sorte une enfant de substitution, en tout cas par le prénom, puisqu'elle porte ce prénom étrange, parce que son petit frère a disparu quand il avait 4 ans, je crois, dans un accident, et que donc les parents ont choisi de nommer la fille qu'ils ont eue du nom de... Pardon. Il ne faut pas tout raconter, sinon... Non, ça va, il reste encore plein de mystères. Si vous voulez le micro, allez-y. Je raconte très peu. Non, ça va, parce que ça... J'arrive à ma question. Voilà. Le public est emmerdant. La démocratie, c'est un énorme problème dans ce pays, franchement. Alors, je vous promets, je ne raconte pas tout. Le livre est assez gros de Laurent, d'ailleurs. Si je racontais tout... Il faudrait vraiment que Dali prévoie des sandwichs. Et donc peu à peu, on arrive ailleurs, et on arrive dans un moment qui doit vous intéresser historiquement, qui est l'Algérie. Et vous faites la découverte en fait de ce père qui a une histoire avec l'Algérie, puisque ce sont des pieds noirs, les parents de Joseph, et de ce père qui ne s'est pas forcément comporté comme les enfants aimeraient que leur père se comporte. Oui, alors... Il n'y a pas de point d'interrogation. Oui, en fait, il n'y a pas de question. Mais je vais y répondre quand même. On est habitué en philosophie, vous savez, on apprend surtout pas à répondre, on apprend à poser des questions. Donc ça va, je vais reposer une question, comme ça on n'en finira jamais. Oui, alors en fait, au départ, je voulais effectivement travailler sur l'exil. Donc, c'est bien de me rappeler. C'est au cœur du sujet, et c'est en lien avec le fait que ce garçon disparaît incessamment. Parce que la question de départ, enfin, il y en a beaucoup qui traversent en réalité le livre, mais la question de départ, c'était c'est un exil argentin. J'expliquerai un peu pourquoi j'ai choisi aussi cette période-là. Il y a aussi une mise à distance par rapport à aujourd'hui. Donc dans un Paris qui brasse beaucoup d'exilés politiques, effectivement, et je posais une question très simple, c'était... pour un jeune exilé qui vient d'arriver, ou qui est arrivé il y a quelques mois, un peu plus, parce qu'il parle très correctement le français, qu'est-ce que ça veut dire que de s'engager dans une histoire d'amour ? Étant entendu que si construire quelque chose, ça pourrait être aussi dans un métier ou autre chose, en l'occurrence c'est dans une histoire d'amour, c'est romanesque. S'engager dans une histoire, est-ce que ça veut dire renoncer à rentrer ? Est-ce que ça veut dire faire le deuil de ce qu'on a quitté ? Est-ce que ça veut dire vivre cette histoire en sursis, puisqu'on ne sait pas de quoi l'histoire sera faite ?
c'est-à-dire dépendre à ce point de l'histoire de son propre pays, est-ce que ça n'empêche pas, d'une certaine manière, de s'engager, ou est-ce que ça ne rend pas l'engagement toujours désengagé? C'est pour ça que c'est quelqu'un qui disparaît sans cesse. En réalité, il a quelque chose qui est très fantomatique, parce que lui-même ne sait pas où il est. Enfin, il n'arrive pas à s'inscrire dans le pays, puisque s'inscrire dans le pays, ça voudrait dire renoncer au retour. Et c'est malheureusement assez tragique, en réalité, comme dilemme, et qui se pose très souvent. Et donc là, il rencontre une jeune fille. Alors, le livre est raconté par elle, effectivement, à la première personne. Donc, elle revient sur ces années de jeunesse. C'est un roman d'apprentissage, puisque c'est la première fois qu'elle tombe amoureuse. Et c'est vraiment à la faveur de cette histoire d'amour qu'elle-même va commencer à questionner ses propres origines, en réalité. Et où elle va se rendre compte, elle aussi, qu'elle vient d'une histoire d'exil, enfin, de ce qui a été vécu, en tout cas, par ses parents comme un exil, puisque ce sont des pieds noirs qui sont nés en Algérie, leurs parents sont nés en Algérie, sont eux-mêmes venus d'une immigration italienne et espagnole de gens qui ont fui la misère, et qui sont arrivés en France sans avoir jamais mis un pied, en fait, dans ce qu'on appelait alors la métropole, et qui, effectivement, en plus, étaient du mauvais côté de l'histoire. Donc, des deux côtés, lui vient d'une famille, alors lui, il vient d'une famille de résistants à la dictature, donc son père est un héros, ce qui n'est pas beaucoup plus facile d'ailleurs, finalement, pour lui à gérer que pour elle, lorsqu'elle se rend compte que son père n'en est pas un. Et de l'autre côté, donc, aussi une histoire de migration, mais une histoire de migration qui a été tellement mal vécue que finalement, elle ne connaît rien elle-même de son histoire, et qu'elle grandit dans un foyer très silencieux, où plane comme ça une espèce de mystère, mais de mystère qui en réalité cache peu de choses, sinon que pour eux, ils ont quitté leur paradis, et qu'une fois qu'ils sont arrivés en France et qu'ils se sont installés à Bourg-la-Reine, qui est une banlieue de Paris, parisienne, oui, correct, tranquille, se sont arrêtés de vivre, quoi. Et ils ont fait grandir cet enfant dans un lieu très mortifère, enfin dans une famille très mortifère, et ils ne m'ont pas raconté leur histoire. Et donc c'est quelqu'un qui a été coupé de ses origines, c'est quelqu'un qui ne sait pas d'où elle vient, alors elle sait qu'ils ont vécu en Algérie et qu'ils y ont laissé une tombe, la tombe d'un enfant, mais outre cette chose un peu, cette chose fondatrice, elle ne sait rien de l'histoire de ses parents, et donc la communication entre eux s'en trouve assez appauvrie. Et donc c'est quelqu'un qui a grandi comme ça sur une page blanche, et c'est vrai qu'on ne lui a pas transmis grand-chose, ni sa propre histoire, ni l'histoire en général, puisqu'elle a l'impression d'être dans une transgression totale en faisant des études. Il n'y a pas de livre chez elle, et donc elle découvre le monde à travers les livres, jusqu'à rencontrer ce jeune garçon qui, lui, arrive chargé d'une autre histoire de l'autre côté de l'Atlantique, et qui, lui, a vécu dans sa chair la dictature. Il l'a vécu dans sa chair, mais il a aussi vécu, et c'est un autre thème sur lequel j'avais envie de travailler, la disparition, puisque lors de la dictature et de la guerre civile, les milices procédaient beaucoup par disparition, c'est-à-dire qu'on enlevait les opposants et ils disparaissaient, mais au point où on ne savait pas s'ils étaient morts ou vivants. Et c'est sans doute pour ça que j'ai travaillé un petit peu que je suis allée du côté de l'Argentine, pour faire aussi un parallèle, parce que finalement ces procédés étaient exportés ou importés d'Algérie pendant la guerre. C'était la question de la disparition. Ça m'avait fasciné, cette histoire des mères et des grands-mères de mai qui, bravant la loi martiale, se regroupaient comme ça sur la place de Mai à Buenos Aires, non pas pour une revendication politique au sens étroit du terme, mais pour appeler leurs enfants. Et on voyait ces femmes comme ça qui juste appelaient, enfin c'était un appel du ventre, quoi, qui disaient rendez-nous nos enfants, ou au moins dites-nous qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et parce que c'est insupportable la disparition, la mort c'est insupportable, mais ne pas savoir, ne pas pouvoir faire de sépulture, c'est insupportable, parce qu'à partir de ça, on reste toujours dans le fantasme que quelque part peut-être qu'on va le retrouver. Et donc ces grand-mères de mai, ça m'avait toujours fasciné, parce que en l'occurrence, elles continuent de retrouver des petits-enfants, c'est-à-dire des enfants qui ont été enlevés à leur mère, qui elles-mêmes ont été assassinées par le régime, et qui ont été élevés par les bourreaux des parents.
Et donc par l'ADN, par les recherches ADN, on réussit encore à retrouver parfois des petits-enfants de ces grands-mères, mais qui donc ont été élevés par des gens qui considéraient comme leurs parents, mais qui néanmoins ont tué les leurs. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est tellement abyssal, qui est tellement, enfin, qu'on n'arrive tellement pas à imaginer. Ça m'avait toujours fasciné. Et alors, c'est pas le cœur du livre, hein, mais c'est à la périphérie. Disons que c'est le décor général du livre, et c'est de là d'où lui, il vient. Parce que le livre, c'est aussi l'histoire de la disparition permanente de ce Joseph, de cet Antoine, ouais, qui disparaît lui aussi. Même, et alors lui, par ailleurs, voilà, et donc cette question des prénoms, elle était importante parce qu'elle porte le prénom de son frère, d'un enfant qui est mort avant sa naissance, et lui a gardé son prénom de clandestinité. Donc en fait, ils ont tous les deux deux identités différentes, et d'une certaine manière, ils se recréent grâce à ces nouveaux prénoms en disant, ben voilà, on se baptise, enfin, en tout cas lui, la baptise, et à partir de là, elle va pouvoir commencer quelque chose de neuf. Lui, en revanche, du fait qu'il garde ce prénom de clandestinité, continue de cacher des choses. Et bon, ça sera toute l'enquête qu'elle va mener, puisqu'elle mène une enquête, elle ne connaît rien de l'Argentine en réalité, donc elle en veut en savoir un peu plus, et donc avec elle, on commence à en savoir un peu plus, mais exactement au même niveau qu'elle, quoi. Et donc elle va découvrir l'histoire de la dictature à cette époque-là, en même temps qu'elle va redécouvrir son histoire personnelle, puisque son père et son amoureux sont de bords politiques radicalement opposés. Et en fait, c'est cette confrontation qui va faire qu'elle va commencer à s'interroger. En fait, son père était pro-Algérie française et a participé à des exactions françaises pendant la guerre d'Algérie. Exactement. Pour ne pas en dire plus. Ouais. Je me sens un peu 2 minutes. Et en fait, l'idée dans la construction du livre, c'est vraiment une enquête. Pas une enquête policière, mais quasiment. C'est une enquête amoureuse et une enquête familiale. Et pour moi, l'enquête, c'est la métaphore de la quête identitaire, quoi. Elle cherche à se construire une identité. Alors c'est un très beau livre sur ces histoires très contrariées. Torturé de l'Algérie et aussi de l'Argentine, mais c'est aussi un livre d'amour, de sensualité, de chair, c'est un livre de cul aussi entre nous. Hein. Surtout, en fait, c'est surtout ça. On parle pour faire semblant que c'est un truc un peu... Je ne sais pas si madame va me permettre de... aller là, non? C'est des scènes... c'est une histoire d'amour. Il n'y a pas que le cerveau dans l'amour. Vous avez une sorte de... Pas une sorte, mais un plaisir réel que nous partageons, en vous lisant d'ailleurs, à décrire des scènes de lit. Ouais, je trouve que c'est important. En tout cas, dans cette histoire, comme il s'agit aussi d'un coup de foudre, il faut le rendre crédible. Un coup de foudre, c'est très alchimique quand même. C'est un petit peu les corps qui parlent. C'est un petit peu, tout à fait. Et en tout cas, vous en êtes... c'est un très beau livre, hein, vraiment. Donc on ne va pas vous raconter en détail. Mais je vous le conseille. Avec ce livre, vous écrivez un vrai roman, même si en effet, pourquoi vous avez choisi finalement, enfin pourquoi, c'est la question est bête, mais enfin je la pose. Pourquoi c'est uniquement le regard le monologue de Joseph, ça aurait pu être aussi soit un miroir. Oui, moi je me suis posé la question, même si elle est bête, je me la suis posée finalement. Elle n'est pas si bête que ça, non, parce que c'était une vraie question en fait, le point de vue. Et j'ai hésité au début, je pensais faire un livre choral, donc sans point de vue intérieur, et en fait, il y a quelque chose de très jouissif à utiliser le jeu sans que ça soit soi. Parce qu'on peut à la fois mettre des choses, soi quand même, enfin voilà, des réflexions, je sais pas, des annotations, des descriptions, et puis en même temps aller complètement ailleurs. C'est agréable de s'inventer des personnages qui seraient non pas des doubles mais des autres, quoi, et d'aller les expérimenter dans des endroits qu'on n'a pas soi-même vécu, et enfin, ça c'est vraiment la liberté infinie du romancier, donc ça c'est très plaisant. Et donc l'écriture au jeu, elle était aussi importante puisque ce livre, comme je vous disais, est aussi cette construction, enfin ce roman d'apprentissage, donc où elle va se rencontrer elle-même, quoi, où elle va vraiment, c'est une construction identitaire dans le sens où je pense, c'est là où rejoint peut-être un peu la philosophie, que l'identité dans le jeu, le JE, est toujours traversée par l'histoire, par l'époque, par les autres. Et c'est comment justement elle se construit à travers les autres aussi. Donc le jeu n'est pas du tout exclusif des autres personnages, au contraire, il me semble qu'il s'enrichit en permanence de la rencontre avec les autres. Mais comme il s'agit
le jeu c'est quand même imposé et finalement, enfin, je veux dire, la forme raconte aussi ce dont il est question, quoi, raconte le fond, c'est-à-dire comment... Mais vous avez raison, c'est pas un jeu autobiographique, c'est vraiment un jeu de romancière. Et vous avez bien, je trouve, dans votre œuvre, si vous la relisiez d'ailleurs, votre œuvre qui, au premier livre, date des années 95... Fin 90. 90, ouais. ça. Si vous trouvez une logique à vos publications, à vos 10 livres, entre des livres donc, comme Bouche cousue ou Mon petit soldat, qui sont des livres clairement autobiographiques, enfin, présentés comme tels, et puis des romans qui évidemment ont intéressé les journalistes qui se sont demandé s'il y avait des éléments autobiographiques, pour les raisons qu'on sait mais qu'on n'abordera pas ce soir. Et donc, dans le fond, enfin, bon, sauf si madame me demande, mais je le sens en pilotage automatique, mais donc il y a quand même des distinctions très claires entre une romancière qui s'affirme, c'est pas simple d'ailleurs quand on est philosophe de devenir romancière, enfin quand on a le goût de la philosophie, et puis des témoignages qui ont été très personnels, et puis quelques livres, assez peu de livres politiques dans le fond, même si vos personnages sont souvent, mais pas très politiques. Enfin, la cité, c'est pas votre... Ah si, bah si, mais pas directement, quoi. Ouais. Enfin, si, la cité, c'est quand même là où se situent les intrigues des livres, mais c'est pas de manière frontale, quoi. Non, c'est pas politique. Enfin, j'ai pas fait d'essai politique avec polémique. En revanche, j'ai écrit un essai sur la dictature de la transparence, mais c'était vraiment d'un point de vue philosophique. Enfin, en tout cas, voilà, il y a toujours un détour par la philosophie. Je n'ai pas du tout envie de faire de la politique. Je ne l'ai pas lu, il faut être honnête. Donc ce livre parle de... C'est très transparent. Mais oui, c'est du tout. Hein, mais, il est sorti il n'y a pas longtemps, je crois. Oui, en fait, c'est l'année dernière. Ouais. Et c'est quoi? C'est un essai sur la transparence, sur le concept de transparence, et qui... voilà, je m'interroge sur toutes ces déclinaisons aujourd'hui dans la société, à la fois dans le champ politique, mais aussi dans le champ médiatique, et puis dans le champ technologique, enfin les nouvelles technologies, le fait qu'on soit dans un monde d'image, où l'image prédomine, et où l'image... on a toujours l'impression que l'image est transparente, alors qu'en réalité elle est très opaque, l'image. Enfin, l'image est toujours un point de vue, l'image est toujours un découpage du réel, et jamais le réel en tant que tel. Et c'est vrai qu'on est saturé d'images, et donc... avec cette illusion qu'elle nous livrerait quelque chose du réel. Et plus il y a d'images, moins on a accès au réel en réalité. Et y compris dans nos propres pratiques de l'image. Alors je parlerai du selfie, quand j'en parle, peut-être tout le monde se dit ah merde, après on fait le selfie. Oui, mais moi aussi j'en fais. Enfin, c'est pour ça que je préviens d'abord que même si je parle des réseaux sociaux avec parfois une critique et tout, je les utilise complètement. Mais par exemple, le selfie, c'est, et encore une fois, j'ai réfléchi aussi parce que c'est ma pratique. Enfin, on commence toujours à réfléchir par son propre usage. On dit mais pourquoi est-ce que... L'idée que parfois, quand on en abuse, on vit un moment heureux, ou bien lorsqu'on se balade, lorsqu'on fait du tourisme, où on se photographie avant même de regarder soi-même. Enfin, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'image est devenue un gage du réel. Au lieu d'abord d'être dans l'expérimentation du réel et ensuite de le figer en image, on a l'impression qu'il y a une substitution, une inversion comme ça, où l'image, d'une certaine manière, est plus réelle que ce dont il est, enfin, de l'expérience même. Et donc je trouvais que c'était intéressant de voir comment le concept de transparence, enfin, c'est un peu le fil rouge, et avec l'idée de départ qui est que la transparence, en fait, veut dire la chose et son contraire, puisque la qualité de la transparence, c'est d'être invisible. Enfin, la vitre est transparente, est vraiment transparente lorsqu'on peut voir derrière, ce qu'il y a derrière. Et en même temps, lorsque l'on dit je suis transparent, je me livre à toi, c'est au contraire d'être tout visible, de tout donner, de tout dire. Et donc on a un mot qui dit exactement son inverse. Et donc à partir de ce constat, voilà, j'ai essayé de tirer les fils pour essayer d'interroger un petit peu nos usages contemporains en fait. Donc ça c'est plus un essai. Et vous avez, vous, le culte du secret ou pas du tout. Alors, je pense qu'il ne faut pas du tout opposer l'un à l'autre. Au contraire. D'ailleurs, c'est intéressant parce que plus les sociétés sont démocratiques, plus il y a des théories du complot. Donc on a toujours besoin de recréer quelque chose qui serait de l'ordre de l'opacité, de l'obscurité. Et non, je ne suis pas du tout une adepte du secret. Mais c'est au contraire, je pense qu'il faut dire les choses, mais en revanche, je ne suis pas du tout une adepte de la transparence non plus. C'est-à-dire que je pense qu'on peut dire des choses, mais pas à n'importe qui. On n'est pas obligé de dire à tout le monde.
Ce qui se passe dans la chambre à coucher ne concerne que ceux qui y mènent des activités et je vois pas l'intérêt d'ouvrir la porte. Enfin voilà, en fait, la question de la transparence très vite, elle va sur la question des espaces. Et il me semble que dire on est pour la transparence sans y réfléchir, parce que la transparence elle est totalement utile à certains endroits. C'est un petit peu très vite tirer un trait sur la distinction entre l'espace public et l'espace privé, et ce qui peut être dangereux, et aussi à travers les nouvelles technologies, les gamins qui postent des trucs voilà, qui ne devraient pas montrer parce que ça relève de l'intime. Enfin, voilà, ça questionne vraiment la question des espaces, qui est en fait une question éminemment politique. Donc vous voyez, là, c'est de la politique, mais pas de manière politicienne, évidemment. Sur la transparence de la vie politique, avec les débats qui nous animent aujourd'hui en France, par exemple, vous pensez qu'il faut qu'on sache tout des femmes ou des hommes politiques? Non. Vous pensez que c'est important de savoir leurs revenus, de savoir leur... Non. Je pense que c'est important de savoir s'ils se sont enrichis. Mais je pense pas que ce soit important de connaître... Enfin, je pense que ce qui est important, c'est lorsqu'il y a une transgression à la loi, qu'elle soit punie. Mais c'est la justice, c'est la loi. Je veux dire, le concept de transparence, c'est un concept qui n'est pas assez défini. Il est utile dans certains espaces à condition de le définir. Enfin, je pense qu'il faut plutôt renforcer l'institution de la justice, mais pas parce que la transparence, tout le monde peut utiliser ça comme une injonction pseudo-morale, et ça peut devenir très dangereux. Enfin, on sait comment la Révolution française s'est transformée en terreur. Enfin, donc je pense qu'il faut faire attention aux usages. Ça ne veut pas dire qu'il faut bannir le mot et l'idée que ça véhicule dans ce qu'elle a de plus pur et de plus beau, mais en revanche, je pense qu'il y a des excès qui sont dommageables à la transparence elle-même. Un débat qui peut intéresser nos amis tunisiens ici, qui est à travers une instance qui relie l'ensemble de l'histoire de la Tunisie des années 1955, je crois, jusqu'à 2011, un travail qui a été fait en Afrique du Sud. Vous pensez qu'il faut qu'on relise l'histoire de tous les pays, du nôtre par exemple, qui a eu beaucoup de... Bon, ces années 55 à 2000, est-ce qu'il faut revoir tout fouiller, tout sortir Oui. Là-dessus, oui. Moi, je trouve qu'il faut ce qu'on appelle une justice transitionnelle. Alors ensuite, je ne sais pas comment c'est mené, ça dépend comment c'est mené, mais je pense que ça, c'est très important, effectivement, que les paroles soient libérées là-dessus. Mais je trouve qu'on n'a pas besoin du mot de transparence. Enfin, encore une fois, parce qu'il est utilisé aussi par d'autres qui ne l'emploient pas de cette manière-là. Il n'est pas assez défini. Et c'est pour ça, son danger, c'est qu'il ne soit pas assez défini. Mais oui, moi, je pense qu'en revanche, ça, c'est utile. Je trouve qu'en France, on ne l'a pas assez fait. On en voit les dommages. Enfin, le fait de ne pas avoir mis sur la place publique des différentes voix et des différentes paroles qui puissent dialoguer, il me semble qu'aujourd'hui, on en pâtit, ouais. Il fut un temps où les intellectuels avaient du pouvoir et conduisaient, portaient des idées qui étaient portées au pouvoir. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les intellectuels ou les philosophes, et ou, pour autant que ça soit la même catégorie de personnes, ont quelque influence dans la société? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que il y a des philosophes qui ont du succès en librairie et à la télévision, mais pour autant qui ne font pas bouger les lignes? Oui, surtout ceux qui ont du succès. Ouais. Il y en a d'autres qui les font bouger quand même. Mais quand Sartre passait à la télévision, ou en tout cas il ne passait pas spontanément, mais on le voyait, il portait des idées, ou quand d'autres, Aron, et là on semble assez loin de cette... Oui, je pense que c'est effectivement, mais c'est complètement, il n'y a plus d'intellectuels qu'on aurait envie de suivre aveuglément, ou pas d'ailleurs, ou pas aveuglément, mais qui auraient en tout cas une parole très très audible. Aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement, soit ils sont dans les facs, donc on les entend pas, mais aussi parce qu'ils ne savent pas parler aux gens, quoi. Enfin, je veux dire, ils ne savent pas traduire le langage technique en langage normal, donc ça c'est dommage. Ou très très médiatique, mais dans ce cas-là un peu plus dans quelque chose de mainstream, quelque chose d'un peu plus facile qui finalement est plus descriptif que révolutionnaire, quoi. C'est vrai qu'on manque d'intellectuels, mais en réalité, je pense qu'ils sont là, mais qu'on les entend pas. C'est aussi une dérive globale aussi des médias qui s'intéressent à ce qui fait le buzz. Un intellectuel, il peut pas faire le buzz. Quelqu'un qui construit une pensée, c'est quelque chose qui est sur du temps long, c'est quelque chose qui nécessite d'approfondir, qui nécessite une écoute très rigoureuse s'il veut être entendu. À partir du moment où les médias favorisent l'instantané, comment voulez-vous qu'un intellectuel émerge, à moins qu'il soit, je sais pas, qu'il soit un spécialiste du bon mot, quoi.
Donc Donc il ouvre un compte Facebook et qu'éventuellement il tweet. Oui, mais on peut pas construire une pensée par le tweet, quoi. C'est juste structurellement pas possible. En revanche, le tweet, il peut amener à un endroit, enfin, ça bien sûr. Mais en même temps, quand bien même serait intellectuel, il faut être de son époque, et Descartes l'était en correspondant avec Mersenne ou des grands savants, ou en étant proche du pouvoir et de souverains pour lequel il écrivait des traités des passions, des textes de ce type-là. Il était dans son époque aussi. Donc comment résister à cette nécessité de la... Il était dans son époque, mais il a fui la cour et le royaume de France pour écrire. Justement parce que sinon c'était enfin, il était pris dans le réseau, quoi. Franchement, il a fui pour pouvoir réfléchir. Donc oui et non. Enfin, c'est-à-dire que évidemment qu'il faut être dans son époque, mais il y a quand même une contradiction très profonde entre la communication et la pensée, quoi. Et aussi entre la communication et le dialogue. C'est pas parce qu'on communique qu'on dit des choses ou qu'on dialogue réellement, quoi. Et il faut faire attention, il faut être vigilant par rapport à ça. On en pâtit tous, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas une critique générale des nouveaux médias, parce que les nouveaux médias, c'est formidable ce que ça permet de faire aussi, enfin, évidemment. Mais ça peut pas être juste ça. Enfin, tout ne peut pas être que de la communication. Pour communiquer, il faut quand même avoir quelque chose à communiquer. Et ce quelque chose à communiquer, c'est en dehors de la communication qui doit se développer et se déployer. Après, il faut articuler les deux, évidemment. Une pensée qui n'est pas communiquée, elle reste de lettre morte. Mais une communication qui se prive de la pensée, c'est pas intéressant non plus. Parce que vous ne répugnez pas, vous, à aller à la télévision, même non seulement à aller pour parler de vos livres, mais à faire de la télévision, c'est-à-dire à exposer des idées, ou en tout cas à être présente. Oui, bien sûr, mais ensuite, moi je fais pas vrai, enfin, j'en fais quand je fais de la promo, parce que c'est un peu des passages obligés. Mais ensuite, je suis chroniqueuse à Sa Balance à Paris, où là on parle de littérature, donc bon, c'est... Mais vous y trouvez du plaisir? Ah oui, j'adore. Moi, de littérature, de films, de théâtre. Donc là, on médiatise pour une œuvre, justement. Enfin, c'est-à-dire qu'on communique au profit d'œuvres qui, elles, ont été écrites sur une longue durée, ou de films qui ont été fabriqués sur un temps long, ou de pièces de théâtre qui ont nécessité un vrai engagement artistique. Donc c'est différent, si vous voulez. Évidemment qu'il faut médiatiser, communiquer, etc. Mais encore une fois, pas au détriment des œuvres elles-mêmes. Il faut qu'il y ait les deux, en fait. Et on a un peu tendance à oublier l'aspect purement du travail de fond, quoi, qu'il y a derrière. Comment vous arrivez à préserver votre travail d'écriture avec cet élément que vous connaissez ou que vous subissez, qui est celui de l'image que vous représentez, ou de la représentation que les gens peuvent avoir de vous? Oh bah ça, c'est pas mon problème, c'est le leur. Hein. Ça ne vous atteint pas, Si, ça peut m'atteindre. Enfin, en tout cas, ça n'atteint pas mon travail. Je veux dire, quand je suis chez moi, ça me dérange pas. Mais non, c'est plus à des moments... ça a pu être très violent à certaines époques. Au début, quand vous sortiez vos premiers livres? Oui, parce que la manière dont je suis apparue sur la place publique a été quand même d'abord très violente. Et puis ensuite, ça a été très clivant parce que la personnalité de mon père était clivante. Voilà, parce que c'est un homme politique. Donc dès qu'on fait de la politique, forcément, il y a aussi des gens qui le détestent. Et donc oui, il y a eu des périodes plus compliquées que d'autres. Mais voilà, chacun porte son histoire avec lui et puis il fait avec, quoi. Mais ça ne perturbe, en revanche, ça n'interfère en rien dans mon travail d'écriture. Le seul endroit où ça pourrait interférer, c'est comme matière d'écriture, mais pas comme empêchement ou comme... Vous avez encore des livres autobiographiques à écrire, ou vous avez le sentiment que... Je sais pas, je pense qu'on fait jamais le tour de son enfance. Je me l'interdis pas. Enfin, là, c'est pas du tout dans mes projets. Mais si dans 10 ans, tout à coup, je me dis, ah tiens, ça... Enfin, je me l'interdis pas. Je trouve que c'est toujours... D'ailleurs, ça répond à la question posée il y a tout à l'heure, il y a maintenant 15 ans, sur la question des différentes formes et des différents supports, livres autobiographiques, romans, etc. J'aime bien changer à chaque fois de style, de style, on garde toujours son style, mais je veux dire de méthode. Parce qu'évidemment, un livre autobiographique et un roman sur le long cours, on n'écrit pas de la même manière. Donc j'aime beaucoup ça, c'est intéressant. Enfin, c'est aussi à chaque fois des expérimentations différentes. Donc pour l'écrivain, c'est toujours passionnant en fait d'essayer des choses nouvelles. En revanche, les thématiques demeurent les mêmes, évidemment.
On s'était rencontrés la première fois à travers un ami commun, je veux le saluer. Il va venir d'ici, dans 15 jours d'ailleurs, présenter 2 très beaux films qu'il a fait. L'un qui s'appelle La solitude du pouvoir. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il n'est pas encore sorti. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu déjà, réalisé, parce que vous êtes très proche de Jean-Michel Jean. C'est d'ailleurs Dali Ogbi qui va présenter ces 2 films magnifiques. Lisez La solitude du pouvoir, qui raconte le rapport des présidents de la Ve République avec cette solitude qui est ce palais d'Élysée. Et puis l'autre, donc un très beau film, je crois que vous l'aviez trouvé beau aussi, sur François Mitterrand, qui va être présenté ici. Et donc on s'était rencontrés à travers Jean-Michel. Et à ce moment-là, vous aviez animé pendant un été une série d'émissions sur la part d'enfance. C'était le terme de l'émission qui a donné un livre d'ailleurs chez Plon toujours, chez Julliard, qui est votre éditeur fidèle, ou en tout cas auquel vous êtes fidèle. Et cette part d'enfance, vous interrogiez des gens sur cette part d'enfance. Ça s'arrête quand l'enfance? Ça s'arrête... Jamais. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête pas à 13 ans quand on est, je sais pas, jeune fille réglée, une femme. Non, ça continue. Je crois pas. Ce qui était intéressant justement dans cette série d'entretiens qu'on a menés avec Jean